Aujourd'hui, je vais vous présenter les différents montages de référence avec amplificateur opérationnel. Donc, dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est je vais déjà vous présenter le composant en tant que tel. D'accord? Donc, d'un point de vue symbolique, un amplificateur opérationnel, ça peut avoir deux représentations. Voici la première. Bon, ça, c'est plus la représentation anglo-saxonne. Ce sera plus aussi celle que j'utiliserai. Enfin, la deuxième représentation qui est possible pour un amplificateur opérationnel, simplement mettre une forme rectangulaire à la place de la forme triangulaire. D'accord? Donc voici les deux représentations classiques pour un amplificateur opérationnel. Donc on voit ici en fait c'est un composant qui comporte deux entrées et puis une sortie. Donc une entrée moins, une entrée plus. C'est un composant qui est actif, c'est-à-dire en fait qu'il a besoin pour fonctionner d'une alimentation. Donc on appelle souvent plus VCC, moins VCC. Ces deux alimentations, plus VCC et moins VCC, elles n'ont pas de rôle important ensuite pour la présentation des montages de référence que je vais vous faire. Donc ça veut dire que pour alléger le dessin, dans les prochains montages que vous allez voir, ces entrées plus VCC et moins VCC ne seront pas apparentes, mais sont toujours présentes. Ça veut dire qu'après, si par exemple dans la réalité vous voulez réaliser ces montages-là, il ne faudra pas oublier sur le composant de l'alimenter avec plus VCC et moins VCC. Sinon, votre composant il ne va pas fonctionner. D'accord? À la base, un amplificateur opérationnel, c'est un petit boîtier noir avec des petites pattes. Okay, et à l'intérieur, vous avez justement des associations de transistors qui justement ont besoin d'être alimentés avec ces tensions plus VCC et moins VCC. D'accord? Pour pouvoir justement polariser les transistors, comme on l'a vu dans le chapitre sur ce composant. D'accord? Donc voilà pour l'amplificateur opérationnel. On va voir justement que ici on va faire des approximations pour étudier nos montages de référence qui vont nous permettre justement de simplifier les calculs. D'accord? Ces approximations, elles sont justifiées et elles permettent dans un premier temps d'appréhender les montages avec AOP. Alors, je vais vous présenter maintenant les résultats que l'on va avoir pour l'amplificateur opérationnel idéal. Donc, pour comprendre les approximations que l'on va faire, je vous ai présenté l'intérieur d'un amplificateur opérationnel. Du point de vue de l'entrée, pour un amplificateur opérationnel, on a donc une tension différentielle epsilon, une impédance différentielle, une impédance en mode commun. Depuis la sortie, on va avoir en série un générateur de tension qui est égal à A fois epsilon, donc A c'est le gain de l'amplificateur, et puis une impédance de sortie ZS. Au niveau des ordres de grandeur, on a les impédances d'entrée ZD et l'impédance en mode commun ZMC qui sont très grandes. Enfin, en sortie, je vais avoir l'impédance de sortie ZS qui, elle, est très petite. On va voir comment justement on va se servir de ça pour faire nos approximations. En sortie de l'amplificateur, je vais nécessairement avoir ici une tension VS qui va être à valeur finie. J'ai le gain A de l'amplificateur qui lui est très grand. Si je commence à utiliser mes approximations ici, ZS très petit, ça veut dire que dans l'idéal, je vais avoir ZS qui tend vers 0. Je vais avoir le gain A, lui, qui va tendre vers plus infini. D'accord? Comme VS est à valeur finie, je vais pouvoir dire, d'après ce que j'ai ici, si ZS est négligeable, que j'ai A fois epsilon qui est à peu près égal à VS. Je vais donc avoir ici epsilon qui est égal à VS sur A. Comme VS est à valeur finie et que A tend vers l'infini, je vais pouvoir avoir mon premier résultat qui est epsilon qui est égal à 0. Donc ça c'est le premier résultat important pour les amplificateurs opérationnels idéaux, c'est que l'on prend une tension différentielle qui est nulle. Voilà. Maintenant, on va se reporter sur l'entrée et on va voir ce que l'on peut dire au niveau des courants I+, et I-. Bon, ce que je regarde ici, c'est je vois j'ai une impédance différentielle qui est très grande. Donc si j'ai une impédance différentielle qui est très grande, je vais pouvoir dire que j'ai ZD qui tend vers plus infini. D'accord? J'ai epsilon, lui qui est très petit ici. Donc nécessairement, ça va impliquer que si j'ai une impédance qui est très grande,
Je vais donc avoir ici des courants qui sont très petits. Donc de ces deux résultats-là, je vais pouvoir dire que j'ai I plus qui est égal à I moins qui est égal à 0. Voilà comment rapidement ici on peut comprendre les approximations que l'on peut faire pour l'AO idéal. Donc deux résultats importants, epsilon égale 0 et puis I plus égale I moins égale à 0. Donc ce sont les deux résultats sur lesquels on va s'appuyer pour faire ensuite les raisonnements sur les montages de référence. Voilà. Je vais donc commencer par vous présenter les différents montages de référence en régime linéaire. D'accord ? Donc en régime linéaire, la particularité c'est que la rétroaction il sera toujours sur l'entrée moins. Donc ça sera la manière de reconnaître si votre amplificateur il fonctionne en régime linéaire. L'autre régime que vous verrez un petit peu plus tard, c'est le régime non linéaire ou régime en saturation. Le premier montage qu'on va étudier, c'est le montage suiveur. Donc je repars de mon amplificateur opérationnel. Je mets ici un potentiel VE en entrée de mon amplificateur opérationnel. Je vais donc avoir ma tension VS en sortie et je relie par une rétroaction directement la sortie à l'entrée moins de mon amplificateur opérationnel. Ici, je présente ma différence epsilon qui sera égale à 0 d'après nos approximations sur l'amplificateur idéal. Là, j'ai I- qui est nul, j'ai I plus qui est égal à 0. Donc, si j'utilise ce que l'on connaît ici, c'est-à-dire que j'ai epsilon qui est égal à 0, ça revient à dire que j'ai V plus moins V moins qui est égal à 0. De plus, ici, si je regarde mon schéma, le potentiel V+, c'est le potentiel VE. Donc j'ai V+, qui est égal à VE. Or, V+, égale V- égale 0, donc ça veut dire que V+, égale V-. Donc le potentiel V- est égal à VE. D'accord ? Donc ça, c'est le premier constat que l'on peut faire. Depuis l'entrée. Si je regarde ce qui se passe maintenant depuis la sortie, j'ai un potentiel Vs qui est ici, mais il est relié directement à l'entrée V- par un simple fil. Donc ça veut dire qu'au niveau du potentiel V- aussi, je vais avoir le potentiel Vs. Donc ça veut dire que j'ai V- qui est aussi égal à Vs. De ces deux relations, je peux donc dire en fait ici que pour le montage suiveur, j'ai Vs qui est égal à VE. Voilà. C'est le résultat à retenir pour le montage suiveur. Alors, pourquoi utiliser un amplificateur opérationnel si le but ici c'est juste d'avoir la tension d'entrée qui est égale à la tension de sortie? L'intérêt c'est ce qu'on appelle de faire de l'adaptation d'impédance et de permettre ici à avoir un montage que j'aurai en amont de mon amplificateur opérationnel qui soit isolé de la charge que j'aurai branchée ici en sortie de mon amplificateur opérationnel. Donc ça peut avoir des applications par exemple pour les filtres, pour éviter justement que de brancher une charge sur un filtre, ça modifie le gain à la phase de ce dit filtre. Voilà donc pour le montage suiveur. Alors, je vais vous présenter maintenant le montage inverseur. Donc, je prends mon amplificateur opérationnel, je mets l'entrée plus à la masse. Ici, je vais avoir la tension Vs. Je repars avec une rétroaction sur laquelle je mets une résistance R2. Puis, je branche sur l'entrée moins une résistance R1 qui va être alimentée ici par la tension V. Je vais retrouver les caractéristiques générales de mon amplificateur opérationnel, c'est-à-dire la tension différentielle epsilon, le courant I-, le courant I+. Toujours pareil, ça ce sont mes résultats de référence. Je vais avoir epsilon qui est égal à 0, je vais avoir I- qui est égal à I+, qui est égal à 0. De epsilon égale 0, je vais pouvoir dire en fait ici que j'ai V+, qui est égal à V-. Donc le potentiel V-, c'est le potentiel que je vais avoir au niveau de ce nœud qui est ici. Je vais définir les tensions aux bornes des résistances UR1 et UR2. Et je vais avoir un courant I qui va circuler dans R1 et dans R2. Comme le courant I- est égal à 0, le courant I ici, c'est le même dans R1 et dans R2.
j'ai la tension UR1, c'est égal ici à VE moins V-. J'ai la tension UR2, c'est égal ici à V- moins Vs. Si je regarde où se situe V+, V+ se situe au niveau de la masse. Comme V+ égale V-, à ce moment-là, je vais avoir V+ qui est égal à 0 et V- qui sera aussi égal à 0. Donc ici, j'ai V+ égale 0, car relié à la masse. Je vais donc avoir V- qui est égal à 0. Je vais reprendre aussi d'autres expressions pour la tension UR1. La tension UR1, je peux dire que ici c'est égal à R1I. Donc j'ai UR1 qui est égal à R1I. Pareil pour UR2, c'est égal à R2I. Je vais donc avoir ici deux expressions pour parler du courant I. Je vais avoir I qui va être égal à VE moins V- sur R1. Et je vais aussi avoir I qui va être égal à V- moins Vs sur R2. Les potentiels V- sont nuls. Je vais donc pouvoir poser une égalité et avoir VE sur R1 qui est égal à moins Vs sur R2. De là, je vais pouvoir isoler l'expression de Vs. Je vais avoir Vs qui va être égal à moins R2 sur R1 V. J'ai donc ici la relation entre l'entrée et la sortie pour un montage inverseur. Donc c'est le résultat de référence à retenir. Donc c'est un montage de référence à savoir reconnaître dans un circuit, savoir appliquer directement le résultat entre l'entrée et la sortie. Si on a un trou de mémoire, on voit la méthode pour y arriver ici, elle est relativement simple. Alors, montage suivant, le montage d'un inverseur. Donc le montage d'un inverseur, on va voir, c'est comme le montage inverseur, il permet de faire de l'amplification de tension si on choisit bien la résistance dans le montage. Comme son nom l'indique, par rapport au montage inverseur, la seule différence c'est qu'on n'aura pas un signe moins entre l'entrée et la sortie. Donc, je vais vous présenter de même le montage de référence pour le montage d'un inverseur. Donc j'ai toujours ma sortie VS qui est en rétroaction sur l'entrée moins. Là, je vais avoir ma résistance R1, mais cette fois-ci, c'est elle qui est reliée à la masse. Et je vais avoir l'entrée plus qui, elle, va recevoir l'alimentation V. Idem, je les présente à chaque fois pour que ça rentre bien dans vos habitudes. Là, j'ai la tension différentielle epsilon, là j'ai I-, et là j'ai I+. Je vais aussi avoir mon courant I. Donc le courant I ici, je vais le prendre dans ce sens-là. Je vais donc avoir ma tension UR2 qui sera comme ceci, ma tension UR1 qui sera comme ceci. Mon point de départ est toujours le même. Je prends epsilon égale 0, donc j'ai V plus égale V moins. Dans ce cas-là, ça voudra dire que comme V plus est égal à VE, je vais avoir V moins qui est égal à VE. Donc ici, je vais avoir V moins égale VE. Je vais procéder exactement de la même manière que pour le montage inverseur. Je vais exprimer les formules de la tension aux bornes de R1 et aux bornes de R2. Je vais donc avoir ici UR1 qui est égal à R1I. Mais je peux aussi dire que j'ai UR1 qui est égal à VE. D'accord? Donc c'est ce potentiel-là moins le potentiel ici. Le potentiel ici, c'est la masse. Donc j'aurais eu VE moins 0. J'ai UR2 ici qui est égal à R2I. Mais je peux aussi dire que j'ai UR2 qui est égal à V- moins Vs. V- c'est le potentiel VE. J'ai donc ici du VE moins Vs. Je vais donc avoir deux expressions pour I. La première expression, c'est I égale VE sur R1. La deuxième expression, c'est I qui est égal à VE moins Vs sur R2. Je vais pouvoir de nouveau avoir une relation entre Vs et VE. J'ai donc ici VE sur R1 qui est égal à VE moins Vs sur R2. Si j'isole Vs, donc là le calcul est assez simple, je vais avoir Vs qui est égal à VE facteur de 1 plus R2 sur R1. Voilà. Et ici, j'ai la relation
entre la tension de sortie et la tension d'entrée. Donc je vois bien si, de toute façon, je vais avoir R2 sur R1, ça sera une grandeur positive. 1 plus une grandeur positive, ça donne quelque chose de plus grand que 1. Donc là, j'aurai vraiment de l'amplification. Donc si je choisis vraiment R2 plus grand que R1, je pourrais avoir ici une amplification significative. Et là, je n'ai plus le signe moins, j'ai donc bien VS qui sera du même signe que V. Donc, par exemple, ça voudra dire que je n'aurai pas de problème de déphasage avec un montage non inverseur. Donc voilà, pareil, montage à retenir, résultat final pour le montage non inverseur. On va étudier maintenant le montage sommateur inverseur. Alors c'est un montage qui va être légèrement plus compliqué que les autres, mais rien d'inaccessible ici. Comme son nom l'indique, sommateur va donc faire l'addition de plusieurs tensions d'entrée. Inverseur, on aura donc un signe moins entre la tension de sortie et les tensions d'entrée. On va faire l'étude ici avec un cas simple. On pourra ensuite le généraliser. Je vais prendre un cas où j'ai deux résistances R1 et R2, toutes les deux alimentées par des tensions VE2 et puis ici VE1. Pour établir la relation entre VS et VE, on va voir ici on a un outil de calcul qui va rendre les choses extrêmement rapides, c'est le théorème de Millman. Je rappelle ici les différentes grandeurs caractéristiques de mon amplificateur idéal. Je vois ici directement que je vais avoir V+, qui est égal à V-, qui est égal à 0, car V+, est relié à la masse. Et je vais regarder le potentiel V-. Ce potentiel V-, je vais le déterminer avec Millman. Donc, si je veux appliquer le théorème de Millman ici, je vais regarder en fait quelles sont les impédances qui sont reliées à ce nœud où on a le potentiel V- et par quelle tension elles sont alimentées. Donc je vois que R1 est relié à VE1, R2 relié à VE2 et R relié à VS. Donc je vais avoir ici V- qui va être égal à VE1 sur R1 plus VE2 sur R2 plus VS sur R, le tout sur 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur R. Ici, on a V- qui est égal à 0. Je vais donc pouvoir avoir ici tout le numérateur qui va être nul. Je vais donc pouvoir avoir ici, très rapidement, une relation entre VS et les tensions d'entrée. Je vais donc pouvoir isoler VS tout de suite et je vais avoir du moins R, facteur de VE1 sur R1, plus VE2 sur R2. Voilà. J'ai donc mon expression finale de S. On voit en fait ici, j'ai un signe moins pour la partie inverseur, et là j'ai l'addition des deux tensions d'entrée. Si je veux faire un sommateur inverseur pur, ben en fait c'est assez simple, il suffit de choisir R1 et R2 égale à R. Donc si R égale R1 égale R2, je vais avoir des simplifications des résistances ici, et dans ce cas-là, j'aurai VS qui est égal à moins VE1 plus VE2. Si je veux me débarrasser du signe moins pour avoir une addition pure, mais il suffit de mettre en cascade après un montage inverseur avec des résistances égales. Et comme ça, on aura directement VE1 plus VE2. Voilà. Si à la place d'avoir deux grandeurs VE1 et VE2, j'ai n grandeurs, à ce moment-là, je pourrais avoir la formule suivante. Donc si n tension VEI, à ce moment-là, j'aurai VS qui sera égal à moins R, facteur de la somme de I égale 1 à N,
dVEI sur RI. Donc à retenir, pour le montage sommateur-inverseur, si je veux retrouver le résultat, je regarde ce qui se passe au niveau du potentiel V- et j'applique le théorème de Millman. Alors le montage qui suit, c'est le montage différentiel ou montage soustracteur. Donc comme son nom l'indique, ça ne va pas être très compliqué ici. L'idée c'est de faire justement des soustractions entre deux tensions d'entrée. C'est un montage qui va être légèrement plus lourd en termes de composants. On va avoir 4 résistances ici qui vont intervenir. En termes de calcul, il y a légèrement plus d'étapes, mais ça reste tout à fait accessible. Donc je vais d'abord disposer toutes mes résistances. Voilà à quoi ressemble ce montage. Là, on va voir que notre outil de résolution le plus efficace qu'on va avoir ici, c'est le théorème de Millman. On va voir aussi l'importance d'avoir ici de considérer que epsilon est quasiment nul, puisqu'on va avoir cette fois-ci ni V+, ni V- qui seront égales à 0. Ça va nous permettre de construire une relation entre les deux. Donc je rappelle, epsilon égale 0. Cette fois-ci, V+ égale V-, mais je ne peux pas en dire plus pour l'instant. Je vais utiliser Millman pour obtenir les expressions de V+ et de V-. Je vais commencer par V+ ici. Donc V+, si j'applique Millman, ça va être égal à VE2 sur R3 plus 0 sur R4. Puisqu'il n'y a pas de potentiel au niveau de la résistance R4. Le tout sur 1 sur R3 plus 1 sur R4. Après mise au même dénominateur, je vais me retrouver ici avec une expression de V+, qui est égale à VE2 R4 sur R3 plus R4. Je fais pareil pour V-. Donc ce qui va être intéressant avec V-, c'est que le théorème de Millman va faire apparaître la tension Vs. Je vais donc avoir ici VE1 sur R1 plus Vs sur R2 qui est égal à 1 sur R1 plus 1 sur R2. De là, je vais faire aussi une mise en dénominateur. Ça va me permettre de condenser un petit peu plus mon écriture. Donc je vais avoir du VE1 R2 sur R1 plus R2 plus Vs R1 sur R1 plus R2. J'ai donc ces deux expressions ici que je vais remettre en évidence ici qui vont me permettre de continuer mon calcul. D'accord ? J'ai donc V+ égale V-. Je vais donc avoir une relation entre ces deux expressions encadrées en bleu dans laquelle je vais pouvoir extraire la tension Vs. Donc là, je vais faire un petit peu de ménage. On va rejoindre ces deux expressions. Donc, je vais me retrouver ici avec VSR1 sur R1 plus R2 plus VE1 R2 sur R1 plus R2 qui va être égal à VE2 R4 sur R3 plus R4. Je vais maintenant isoler Vs. Je vais donc avoir Vs R1 sur R1 plus R2 qui va être égal à VE2 R4 sur R3 plus R4 moins VE1 R2 sur R1 plus R2. Je vais donc avoir Vs qui va être égal à R1 plus R2 sur R1, facteur de VE2 R4 sur R3 plus R4, moins VE1 R2 sur R1 plus R2. Voilà. J'ai donc ici mon expression finale de la tension Vs. Toujours pareil, si je choisis bien mes résistances R1, R2, R3 et R4, je pourrais faire les simplifications nécessaires
pour avoir VS qui est égal à VE2 moins VE1 ici. Voilà. Le montage dérivateur. Donc le montage dérivateur, on va voir qu'en termes de composants, il utilise les mêmes composants que le montage intégrateur, il y a juste leur position qui est intervertie. Donc cette fois-ci, dans la rétroaction, j'ai la résistance R. J'ai ensuite le condensateur qui est alimenté par une tension VE. Mon entrée plus est toujours reliée à la masse. On a l'habitude maintenant de positionner le epsilon, le courant I- et le courant I+. Epsilon égale 0, V plus égale V-. Ici, V plus est à la masse, donc ça veut dire que j'ai V plus qui est égal à 0 et donc V- qui est égal à 0. Comme d'habitude, je vais donc exprimer les tensions des différents éléments composants dans mon circuit. Je vais pouvoir avoir des expressions de I, les rejoindre et obtenir une relation entre Vs et V. Dans un premier temps, j'ai la tension UC ici qui est égale à VE moins V-. C'est égal à VE, car V- est nul. Comme c'est un condensateur, je pourrais dire que j'ai I qui est égal à C DUC sur DT. Donc là, j'ai mon courant I qui va circuler de cette manière dans mon circuit. La tension UR, ici, elle est égale à V- moins Vs, donc c'est égal à moins Vs. J'ai UR qui est aussi égal à RI. De ces deux relations, je vais pouvoir dire que j'ai I qui est égal à moins Vs sur R. Pareil, j'ai deux expressions pour I, je vais les rejoindre. J'ai donc moins Vs sur R qui est égal à C DUC sur DT. Donc j'ai donc ici Vs qui est égal à moins RC DUC sur DT. Je n'ai pas fait le remplacement tout de suite pour UC, je vais le faire maintenant. UC c'est égal à VE, ça va me permettre d'avoir ici mon expression finale de Vs qui est égale à moins RC dVE sur DT. J'ai donc la tension de sortie au coefficient multiplicateur près et qui est égal à la dérivée de la tension d'entrée. Pareil, c'est le résultat à retenir pour le montage dérivateur. Je fais une parenthèse sur le montage intégrateur et le montage dérivateur. Il faut bien faire attention ici, notamment pour le montage intégrateur, que l'on est dans le cas d'un AO idéal. Dans la réalité, on peut toujours avoir justement des tensions résiduelles du bruit qui peuvent justement modifier le résultat final parce que justement, si la tension epsilon est cette fois-ci différente de 0, cette tension epsilon va apparaître dans l'expression de Vs et par exemple pour le montage intégrateur, on va non seulement intégrer la tension VE, mais aussi intégrer une composante continue que l'on ne voudrait pas avoir au départ. Donc il va falloir faire des adaptations au montage pour se débarrasser de ces composantes continues. Donc au niveau du principe, voilà pour le montage dérivateur et le montage intégrateur. Dans la réalité, ce sont des montages sur lesquels il faut être précautionneux et sur lesquels il ne faut pas négliger tout ce qui est les tensions et les courants résiduels.